Changement de thème après deux conférences tout à l'heure consacrées à la réforme du courtage. Ensemble, on va parler cette fois-ci de digitalisation de la distribution bancaire. Alors, j'aurais pu poser la question un petit peu différemment. C'est finalement, est-ce que la digitalisation, pour vous, IOBSP, est-ce que c'est une menace ou au contraire, est-ce qu'on peut créer des opportunités avec la digitalisation qui s'accélère de plus en plus? Alors on va avoir 4 invités pour cette table ronde. On a d'abord Jean-Philippe Emerio, qui est le fondateur d'ImoAdvisor, un site d'avis client. Et Jean-Philippe intervient cet après-midi aussi en qualité de vice-président d'un mouvement qui s'appelle la French PropTech. Et il va nous en dire quelques mots, bien sûr, juste après. Notre deuxième invité, Mathieu Moriot, qui est le cofondateur de Gridkey. Gridkey, une plateforme d'agrégation d'immobilier neuf. Nous aurons ensuite Maxime Dubois, qui est responsable commercial retail et crédit chez Budget Insight, un agrégateur de comptes bancaires, entre autres. Et puis on clôturera cette table ronde avec l'intervention de Frédéric Panchaud. Frédéric Panchaud, qui est un fin observateur des sujets digitalisation, et notamment qui nous parlera de ce qui existe ailleurs dans le monde, et pas que en France, bien au contraire. Alors, Jean-Philippe, si tu veux bien commencer et nous parler de ce mouvement French PropTech, avec peut-être un dernier petit mot d'introduction, si tu le permets pour moi. On a vécu des périodes compliquées, hein, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais depuis 1 an et demi maintenant, et je pense qu'on a tous pris conscience, qu'on soit courtier en crédit, qu'on soit spécialiste de recoupement de crédit, qu'on intervienne sur le pro, ou courtier en assurance, etc., et bien qu'il manquait certaines briques dans la digitalisation de la relation avec les clients, avec les partenaires, avec les fournisseurs, etc. etc. Et c'était, à mes yeux, essentiel d'inviter des personnes qui ne sont pas forcément dans le métier de l'IOBSP directement, mais qui peuvent justement nous éclairer sur les solutions qui existent et voir comment on peut les adapter dans nos métiers d'intermédiation bancaire. Voilà, je me tais. Jean-Philippe, je te laisse la parole si tu vas bien. Merci Eric, bonjour à tous. Alors effectivement, donc je m'appelle Jean-Philippe Emerio, je suis fondateur de solutions d'avis clients et de réputation qui s'appelle ImoAdvisor, on peut le retrouver là-bas, nous avons un stand. Mais Eric a souhaité que je présente davantage un mouvement qu'on a cofondé en 2018, qui s'appelle The French PropTech. The French PropTech, c'est une association qui représente 230 startups de la PropTech. Alors la PropTech, c'est l'immobilier et l'habitat. Alors dans ces 230 startups qui composent le mouvement, il y a très peu de startups du monde du courtage, puisqu'elles sont souvent référencées dans la FinTech et non pas dans la PropTech. On a quand même Medi Courtage qui fait partie du mouvement, le monemprunt.com qui est basé à Rennes. Donc je vais vous parler un petit peu de ces solutions et ces startups un petit peu plus IMO que courtage. C'était le cahier des charges qui m'a été donné par Eric, j'ai accepté d'en parler. Aujourd'hui, le mouvement, c'est un mouvement national. Nous avons 3 grandes missions. 1, accélérer le développement des PropTech françaises, donc des startups de l'immobilier et de l'habitat, leur donner une certaine caisse de résonance pour pouvoir expliquer aux politiques, notamment, mais également aux professionnels institutionnels, ce que l'on fait au quotidien avec nos sociétés dites digitales. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est accompagner la transformation numérique des acteurs emblématiques. On en parlait tout à l'heure avec les chargés d'innovation qui étaient majoritairement présents dans les grands groupes immobiliers. Aujourd'hui, ces grands groupes immobiliers se sont orientés vers des consultants pour aller sourcer de l'innovation ou des associations comme The French PropTech qui permettent de sourcer des startups et de leur proposer des startups qui peuvent répondre à des besoins précis. Donc on a vraiment pour vocation, toujours dans un cadre associatif, de venir un petit peu ou beaucoup bouger les lignes pour les accompagner dans leur transformation digitale. Puis troisième mission de The French PropTech, c'est s'engager, s'ancrer dans les territoires. Donc on a créé des ambassades dans les grandes villes de France pour pouvoir être au plus près des aménageurs et des politiques locales. Moi j'ai voulu revenir sur des différentes tendances et m'arrêter sur des startups qui répondent aux grandes tendances, on va dire post-Covid. Alors toujours dans l'immobilier plus que dans l'univers du courtage, mais m'en voulez pas, c'était le cahier des charges qui m'avait été donné. Alors encore une fois, c'est intéressant d'avoir des parallèles. Ouais. C'est intéressant d'avoir des parallèles. Ça peut être un tout petit peu déceptif par rapport à la population qui est présente aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est malgré tout intéressant.
Moi, je vous ai sourcé 3 startups qui sont dans cette grande tendance qui est la tendance du green. Donc, on a Maxime, qui est une solution de rénovation qui accompagne les particuliers quotidiennement avec l'aide de Prime Énergie, que vous connaissez tous. Donc, c'est une société qui a énormément, comme toute l'habitation après le Covid, a énormément cartonné après Covid, parce que les particuliers, comme vous, comme moi, on était tous à regarder un petit peu comment améliorer son logement. Donc c'est une société qui est basée à Nantes. On a Exos, qui est une société digitale qui est plus tournée vers la domotique, qui propose des capteurs pour améliorer le temps de chauffe des pièces dans les logements, résidences principales, secondaires ou investisseurs, ce qui permet de réduire considérablement l'empreinte CO2 et la surchauffe de certaines pièces inutiles. Après, la deuxième grande tendance, c'est la digitalisation des métiers de l'immobilier et de l'habitat. Pour ça, je vous ai sélectionné 2 startups. Cement, qui est une solution qui va permettre de faciliter le parcours client dans l'univers du syndic ou de l'administration de biens. C'est pas à vous que je vais apprendre que dans l'administration de biens, il y a énormément de difficultés de relations entre les copropriétaires, le bailleur et le syndic. Cement a pour promesse de simplifier cette relation. Je vous ai sélectionné une autre startup qui s'appelle HappyWait, qui est une solution métier qui a complètement révolutionné le parcours client des promoteurs immobiliers en permettant quelque chose de tout simple, c'est de créer un espace client pour les particuliers qui achètent un logement chez un promoteur immobilier, comme vous pouvez l'avoir quand vous êtes abonné à un fournisseur d'accès. Vous retrouvez une facture dans un espace. C'est aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait classique, mais ça ne l'était pas pour la promotion immobilière. Et HappyWait a vraiment apporté cette innovation sur un secteur qui en était en demande. Dernière grande tendance dans le métier de la construction, je vous ai sélectionné 2 startups, HubFactor et Vestack. HubFactor est une solution techno qui va permettre de travailler sur la surélévation des bâtiments, notamment dans les villes où la densité est très forte. Et je vous ai sélectionné également Vestack, qui est une solution complètement digitale qui va accompagner la construction de logements modulaires en bois. Donc c'est un nouveau procédé de construction qui base le savoir-faire sur vraiment l'outil, on en parlait tout à l'heure, de la tech. C'est vraiment de la tech. Il y a du conseil, mais avant tout la tech de ces 2 solutions. Et c'est ce qui permet à ces solutions d'avoir bien fonctionné après Covid et d'être sur des modèles économiques très intéressants pour l'avenir. Je terminerai, j'avais oublié les nouveaux usages. Je vous ai rajouté 2 sociétés, 2 startups qui sont en plein essor depuis maintenant quasiment 24 mois. Colibri et Flatten.You. Ces deux sociétés, la première, Colibri, propose du logement intergénérationnel, donc permettent à des personnes comme vous, comme moi, d'ouvrir un logement partagé avec une personne âgée. Donc ça, c'est une solution qui est de plus en plus à la mode. Et puis je vous ai rajouté une deuxième startup qui s'appelle Flatten.You. C'est du coworking de personnes, de travailleurs. C'est de permettre, toujours avec la tech, de mettre en relation des travailleurs qui, sur un temps court ou un temps long, ont besoin de se retrouver dans un espace de vie commun. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces sociétés sur le site de French PropTech. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe. Alors ce que je trouve très intéressant dans les sociétés que tu nous as présentées, c'est qu'à chaque fois, le digital était au cœur de leur activité, avec pour plusieurs d'entre elles un point commun qui était cette envie de simplifier les process, simplifier les parcours, etc. Et justement, c'est une bonne transition. Je vais laisser la parole à Mathieu Moriot, fondateur de Glicky, qui va nous expliquer comment justement il a pu simplifier la distribution de l'immobilier neuf. Mathieu, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je pense que vous avez peut-être vécu des mois avec vos relations bancaires un peu chahutées ces derniers temps. C'est pas simple, les commissions sont réduites. Et ce que ça signifie, c'est que vous avez un aiguillon qui s'est renforcé
pour développer, diversifier vos activités. Alors, il ne s'agit pas pour vous de vous mettre tout à coup à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre métier de courtier en crédit. Ça serait un peu bizarre d'aller diversifier sur quelque chose qui n'est pas très très proche de vous. Mais vous êtes assis sur des mines d'or parce que les personnes qui viennent vous voir, les prospects et vos clients, sont des personnes qui vont acheter d'immobilier, soit dans l'ancien, soit dans le neuf, soit pour habiter, soit pour investir. Et très probablement, vous allez financer une partie de ces prospects. Pourtant, vous pourriez leur proposer des solutions qui vont tous les intéresser. La vente de neuf, c'est un marché colossal. C'est un marché qui était, je devrais dire, réservé aux conseillers en gestion de patrimoine pour deux principales raisons. La première, c'est que c'est un marché qui est très opaque. Dans l'univers de la vente d'immobilier neuf, il y a beaucoup de lots qui ne sont pas très recommandables. Il y a beaucoup de lots qui ne sont pas très bien situés. Il y a beaucoup de lots qui sont vraiment très chers. Donc c'est compliqué dans ces conditions de vous dire ok, je vais recommander à un de mes prospects, un de mes clients, d'aller sur de la vente de neuf, alors que potentiellement il va atterrir sur un bien qui n'est pas très intéressant pour lui. Donc ça c'est le problème de l'opacité. Le deuxième problème, c'est que la vente de neuf, c'est un énorme avantage, c'est pour ça que c'est un énorme marché. C'est plus d'1,5 milliard d'euros de commissions qui sont versées par les promoteurs aux vendeurs chaque année. C'est un très gros marché. Le deuxième problème, c'est que c'est très complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que souvent, il y a de la fiscalité. Il y a de la fiscalité, c'est ça qui le rend intéressant en fait. Parce qu'il y a des leviers fiscaux qui sont extrêmement intéressants, soit pour réduire des impôts, soit pour avoir des loyers qui ne vont pas être soumis à l'impôt. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez bien ça en tête, mais qu'une location dans un investissement locatif dans l'ancien, on va dire, avec une tranche marginale d'imposition à 30%, dans les investisseurs locatifs, c'est assez classique, plus la CSG-CRDS, vous êtes à peu près à 50% de taxation du loyer. Vous pensez que vous aviez un loyer de 500 €, en fait il est de 250. Donc les effets de levier des différentes fiscalités qui sont accessibles dans l'immobilier neuf sont une aubaine incroyable et une incitation pour les investisseurs à aller au bout de l'opération. Mais c'est aussi une complexité. Parce qu'il faut pouvoir maîtriser ces dispositifs, cette fiscalité qui est spécifique à chaque investissement. Donc c'est opaque et c'est complexe. Mais c'est pas irrémédiable. Parce qu'il y a le digital, justement. Là, on est là pour parler de digitalisation dans le courtage. Et ben, le digital peut faire beaucoup pour résoudre ces problèmes-là. Comment on résout le problème de l'opacité? Chez Gridkey, on a voulu le faire en se disant, peut-être un peu naïvement, que il devrait être possible quand même de se faire une idée, avec toutes les données qui sont disponibles sur les quartiers, sur les immeubles, est-ce que c'est intéressant ou pas, rien qu'en regardant les données. Et donc on a inventé des critères d'évaluation. Vous les avez, je crois, à l'écran, là, on vous en donne 5. Ils changent en fonction des typologies d'investissement qui sont proposées. Et on va regarder évidemment la rentabilité locative, on va regarder l'attractivité du quartier, est-ce qu'il y a les services du quotidien aux alentours, est-ce que c'est proche des transports. On va regarder la sécurité locative, puisque vous pouvez avoir une bonne rentabilité, mais un risque soit de vacances locatives, vous n'avez jamais trouvé de locataire, soit d'impayé de loyer. On va regarder le potentiel de plus-value. Est-ce que quand vous allez revendre dans 15 ans, vous avez une chance de faire une plus-value sur le bien? C'est important ça aussi. On va regarder aussi la facilité de la revente, ça c'est toute la démographie sur la zone. On a fait une approche systématique de ces différents critères en créant une base de données de 8 millions de données. On a fait du big data sur ça pour pouvoir noter chacun de ces critères. Et donc, en faisant ça de manière systématique et en agrégeant l'offre des promoteurs immobiliers, chez Gridkey on agrège 130 promoteurs, on a 32 000 lots sur toute la France disponibles à tout moment.
C'est une offre énorme. Imaginez, vous étiez agent immobilier, demain vous avez 32 000 lots à vendre. C'est ça en fait l'immobilier neuf. Donc on a fait cette approche et ça permet de comparer tous les lots, tous les appartements pour identifier ceux qui sont les plus intéressants. Et on explique pour chacun des critères pourquoi il est noté comme il est noté. Ce qui fait que c'est très transparent aussi pour vous, pour les courtiers qui pouvez apporter ce conseil à vos clients. On a fait des simulateurs financiers puisqu'on trouvait que ceux qui existaient étaient beaucoup trop compliqués. Donc on a fait des simulateurs financiers qu'on peut utiliser sans formation. Donc ça, ils sont simples à ce point-là. Et on peut générer des présentations commerciales en un clic sur le GridKey. Donc vous pouvez remettre un rapport de conseil sécurisé, hyper clair à vos clients en un clic sur le GridKey. Donc c'est très ludique, c'est très sûr et c'est très lucratif. Je vous disais, c'est un très gros marché. Lorsque vous vous abonnez à GridKey, pour accéder à GridKey, il faut s'abonner. C'est pas très cher. 50 € par mois par utilisateur. Vous vous abonnez à GridKey, vous avez deux manières de faire des rebonds dans votre société de comptage. Soit vous faites les ventes par vous-même grâce à une délégation de carte P qu'on vous propose. Donc là, vous avez des formations, vous avez des accompagnements, des animations qui vous sont proposées. Soit vous faites des apports d'affaires aux équipes commerciales et d'équipe, parce qu'il y a des conseillers qui peuvent vendre pour vous et vous touchez une rémunération différenciée dans les deux cas. Les ordres de grandeur, apport d'affaires 3 000 € de commission, vente 10 000 € par opération. Donc c'est une approche très innovante. La plupart des grands réseaux de courtiers en crédit aujourd'hui ont décidé d'installer GridKey dans leur réseau. C'est une approche innovante qui va apporter la transparence qui est attendue par le client final et qui va vous permettre vraiment d'exploiter vos bases de prospects, vos bases de clients. Vous pouvez les activer demain. Les prochains clients que vous allez voir, vous allez pouvoir rebondir, leur proposer, est-ce que vous cherchez une résidence principale en neuf? Est-ce que vous voulez un investissement locatif aussi? C'est quelques rebonds que vous pouvez instaurer, des routines commerciales que vous pouvez prendre et qui vont vous permettre de créer une activité tout à fait conséquente dans l'immobilier. On a un stand juste là, si vous voulez plus d'informations, on est à votre disposition. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Moi je retiens deux choses de ton intervention. La première, c'est que vous êtes né du digital, justement, l'exploitation de la big data, etc. Donc vous avez inventé finalement une nouvelle manière de commercialiser les choses. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que avec des solutions innovantes comme celle de GridKey, eh bien, ça peut représenter des opportunités de business, des opportunités de développement pour vous en tant qu'IOBSP. Merci Mathieu. Alors, on va quitter le monde de la PropTech, de l'immobilier, pour revenir un petit peu plus sur notre cœur de métier, qui est celui du domaine bancaire. Et je vais laisser la parole à Maxime. Maxime, tu dois avoir la petite zapette, ouais, c'est bon, tu vas. Okay. Merci beaucoup. Et j'ai une toute première question avant de te laisser développer tes slides. On entend souvent le mot d'open banking, et je voulais juste savoir si, parmi nos auditeurs, nos spectateurs, levez la main ceux qui seraient capables de donner une définition de l'open banking. L'open banking. Open banking, est-ce que ça vous parle? Non? Ok, super. Donc ça va nous faire une super transition. Merci. Bonjour à tous. Déjà, Eric, merci de nous avoir invités ici. Je suis ravi d'être là. Je commencerai à dire quelque chose par rapport à comment tu as introduit tout à l'heure, effectivement, en disant qu'il y avait des briques aujourd'hui qui manquent justement dans la digitalisation du monde du crédit, et notamment des parcours clients. Et nous, Budget Insight, c'est exactement ça ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient apporter une brique technologique qui va pouvoir digitaliser le parcours client. Alors là, vous avez un schéma un petit peu complexe, mais qui n'est pas si complexe que ça au final. Budget Insight, en fait, se situe au milieu de ce schéma. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on est leader du monde de l'open banking. Qu'est-ce que l'open banking? En fait, c'est la récupération de données bancaires. Nous, aujourd'hui, notre métier Budget Insight, ça va être être fournisseur de données bancaires, notamment, pour le compte de nos clients. Donc, sur ce schéma, vous voyez, Budget Insight est au centre. Sur la droite, vous avez en fait toutes les banques françaises et européennes aujourd'hui avec lesquelles on est connecté, donc sur lesquelles on va pouvoir récupérer de la donnée bancaire. Et sur la gauche, vous avez nos clients, donc, qui peuvent être des clients régulés comme les banques, par exemple, donc qui ont les mêmes agréments que Budget Insight. Il faut savoir qu'évidemment, vu qu'on traite de la donnée financière,
Aujourd'hui, on a des agréments qui sont extrêmement stricts par la CPR, par la Banque de France, etc. Parce qu'au final, on a deux cœurs de métier. Le premier, c'est de récupérer de la donnée, mais le deuxième, c'est évidemment de sécuriser cette donnée, qui est au centre justement de notre travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Budget Insight aujourd'hui travaille sur un modèle B2B, c'est-à-dire que nous, on ne va pas directement interagir avec le consommateur, on va travailler avec des professionnels dans le monde du crédit, que ce soit des courtiers, des établissements de crédit, des banques, etc., qui, eux, derrière, vont proposer un service avec notre brique technologique à l'intérieur pour notamment fluidifier le parcours client. Donc aujourd'hui, on a 4 technologies principales chez Budget Insight. La première qui correspond à ce qu'on appelle le monde de l'open banking, qui correspond à chez nous notre API banque et qui en gros permet de récupérer l'ensemble de la donnée bancaire qui va être stockée sur le compte courant, compte de paiement d'un utilisateur. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer, c'est déjà le cas aujourd'hui sur de nombreux parcours de crédit, où les technologies Budget Insight y sont insérées. Donc on va simplement demander à un utilisateur, à l'emprunteur d'agréger son compte bancaire. Et derrière, le courtier, l'établissement de crédit, va pouvoir avoir accès à toutes ces données et donc scorer automatiquement l'utilisateur. L'avantage, c'est que plutôt que de demander à l'utilisateur de remplir un formulaire de 30, 40, 50 questions qui sont liées justement à ses finances, on va simplement lui demander d'agréger son compte bancaire, ça lui prend une quinzaine de secondes. Et derrière, notre client a toute l'information nécessaire justement pour traiter le dossier. Donc ça, c'est vraiment le monde de l'open banking, pour récupérer les données qui sont liées au compte courant de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Budget Insight va plus loin que ça. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'open banking, on parle d'open finance, parce qu'on propose d'autres technologies, notamment ce qu'on appelle l'API Wealth chez nous. Cette API, elle ne va pas se contenter d'aller seulement chercher les données qui sont liées au compte courant de la personne, elle va aller chercher toutes les autres données financières de l'utilisateur. Je pense notamment à toutes les données patrimoniales, comme des livrets A, comme une assurance vie, un compte qui est lié à un crédit immobilier, etc. Tout ça, c'est également des données qu'on va pouvoir récupérer pour nos clients, pour les banques, les établissements de crédit, les courtiers, etc. Je finirai par notre API Build, justement, toujours dans ce monde d'Open Finance, où en plus de récupérer de la donnée bancaire, on va également pouvoir récupérer de la donnée documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour monter un dossier de crédit, en plus des données financières, vous allez demander des justificatifs comme un avis d'imposition, un justificatif de domicile. Et c'est exactement ce type de document qu'on va également pouvoir aller chercher. Alors du coup, quel est le bénéfice aujourd'hui pour nos clients, donc les banques, les établissements de crédit? Ça va être évidemment de proposer une expérience qui est 100% digitale. L'idée, c'est d'être innovant, c'est ce que tout le monde cherche à faire aujourd'hui. Donc on répond déjà à ce besoin-là. De fluidifier le parcours client, comme j'ai déjà dit. Effectivement, agréger ses comptes bancaires ou agréger ses comptes fournisseurs pour récupérer un avis d'imposition, c'est extrêmement rapide. L'utilisateur n'a plus besoin de sortir du parcours pour aller chercher un avis d'imposition, au risque de le perdre, etc. On va derrière automatiser le scoring, donc ça c'est plus lié à l'établissement de crédit qui lui va prendre le risque financier. Et on va pouvoir également réduire les risques de fraude, tout simplement parce que nous, toute la donnée, on va la chercher à la source. Donc, les données bancaires, on va les chercher à la banque. Par exemple, l'avis d'imposition, on va le chercher aux impôts. Et du coup, en fait, le client, l'emprunteur ne sert plus d'intermédiaire entre sa banque et le courtier, entre sa banque et l'établissement de crédit. Et du coup, on élimine tous les risques de falsification et donc de fraude. Donc là, très rapidement, c'est un petit peu les différents cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui dans le monde du crédit. Donc on va travailler sur du crédit conso. Vous allez pouvoir retrouver nos technologies sur des sociétés comme Onet, Filfrog, Cofidis, sur du paiement fractionné, sur du financement pro également qui est en pleine explosion, du crédit renouvelable, de la location, du scoring. On travaille beaucoup avec des partenaires comme Algone, avec lesquels on est présent aujourd'hui sur notre stand. Pourquoi? Parce que nous, vous l'avez compris, on récupère de la donnée et des acteurs comme Algone derrière vont pouvoir traiter cette donnée-là. Évidemment, avoir de la donnée open banking, c'est bien, mais pouvoir la traiter pour en tirer quelque chose derrière, évidemment, c'est bien. Et on travaille également beaucoup dans le monde du courtage, avec des éditeurs de logiciels, mais également avec des courtiers, des gros courtiers comme Prévista, Partenaire Finance, etc. Je voulais finir mon intervention juste pour vous montrer un parcours, parce qu'aujourd'hui, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas l'agrégation, ça peut paraître un petit peu barbare, entre guillemets, de prime abord, mais en fait, pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple d'agréger ses comptes bancaires. Ici, on voit sur le premier écran que, en fait,
on imagine un utilisateur qui va remplir un parcours de crédit classique sur une plateforme digitale. À un moment donné, on va lui poser la question de savoir s'il veut agréger son compte bancaire. Si cette personne répond oui, à ce moment-là, on va voir apparaître une liste de banques. Donc la personne aura 2 étapes à faire. La première, il sélectionne sa banque. La deuxième, il rentre ses credentials, donc son identifiant et son mot de passe. Après, il valide et à ce moment-là, l'utilisateur n'a plus rien à faire. Et cette simple démarche, en fait, permet derrière d'éviter, comme je disais au début, un certain nombre de formulaires avec 30, 40, 50 questions, et donc de gagner du temps, de gagner en productivité également pour vous les courtiers derrière, mais également pour les banques, parce que la donnée va pouvoir être traitée de manière beaucoup plus simple. Voilà ce que je pouvais dire. Le sujet de l'open banking, c'est un sujet qui est assez complexe. 5-6 minutes d'intervention, c'est un petit peu court. Donc pareil, on a un stand juste à côté, donc si vous le souhaitez, je vous invite à venir nous poser des questions, on sera disponible. Merci à tous. Merci beaucoup Maxime. Je te garde juste un instant si tu veux bien. Pour une précision importante, Oui. C'est que effectivement, quand on est courtier indépendant, quand on travaille seul ou éventuellement avec une petite équipe commerciale, on peut se dire waouh, c'est super comme techno, mais ça doit coûter juste une blinde. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, nous, pour intégrer nos technologies, ça demande effectivement un certain nombre de connaissances techniques, ça demande de l'investissement pour les sociétés. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai échangé avec beaucoup de courtiers indépendants. Aujourd'hui, c'est pas vraiment avec ces personnes-là avec qui on va travailler aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça demande trop d'investissement technologique, etc. Par contre, nous, l'objectif aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille également avec des éditeurs de logiciels qui sont spécialisés dans le monde du courtage. Je pense à des Créditéo, à des Alto informatiques, etc. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, où justement, l'idée, c'est d'incorporer notre brique technologique au sein de ces logiciels. Et vous, demain, en tant que courtier indépendant, vous allez pouvoir accéder à ces technologies, donc les proposer à vos clients, grâce à nos propres clients qui sont donc les éditeurs de logiciels. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Maxime, et j'espère que ça répondait aussi aux interrogations des courtiers. Je peux le comprendre. Merci. Merci Eric. Alors, on va terminer cette table ronde avec l'intervention de Frédéric Panchaud, qui, je crois que je le disais tout à l'heure en propos introductif, est un fin observateur de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Frédéric. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai un background un peu différent de mes petits camarades. Je suis consultant en innovation. Mes clients, c'est des grands groupes d'assurance. C'est plutôt des C-level, des Comex, des Cobières. Et il se trouve qu'il y a à peu près 1 an, j'ai créé un podcast plutôt B2B qui s'appelle Asie Innovation, dans lequel, en gros, je pitch des entreprises, tout ce qui se passe en matière d'innovation très avancée en Asie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où ça se passe. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien d'innovant ni en Europe ni aux États-Unis. Le vrai truc très très en avance, c'est l'Asie. Donc la première question que je me suis posée avant de venir, c'est qu'est-ce que c'est que le digital pour vous? Donc j'aurais pu vous parler de plein de trucs. Moi j'ai fait des gros projets en blockchain par exemple, je sais pas si ça vous parle. J'ai travaillé autour des crypto-monnaies, des choses comme ça. Mais au final, il m'est apparu que le sujet qui a été le plus prégnant pour des gens comme vous, finalement, c'est la vente, le commerce, le business. Et ensuite, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on vend plus en digital quand on est indépendant? Et la réponse que j'ai, en tout cas que je ne peux pas partager, c'est plutôt d'activer sa communauté. Donc la communauté, c'est un concept qui est extrêmement important dans le digital. Alors on va faire quelque chose. Donc on a bien vu qu'il y avait une assez faible compréhension de ce qu'était, à connaissance de ce qu'était Club Banking. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Nabila? Alors l'influenceuse Nabila, ça vous parle pas? J'ai peur que les personnes n'aient pas envie de lever la main. C'est vrai, pour ça. Oui. Les Marseillais, tout ça. Ok. Voilà. Donc, moi, mon idée, c'est juste, je vais vous parler de réseaux sociaux. Et donc en gros, aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on va vous parler d'influenceurs. Ça, c'est une notion qui est désormais très franco-française, les influenceurs. Il y a une mauvaise image, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de Key Opinion Leader. Un Key Opinion Leader, en gros, ça se définit comme ça. Ça maîtrise les codes des réseaux sociaux, ça a une proximité avec sa communauté, ça a une capacité à influencer, ça a une expertise réelle ou supposée sur son domaine, sur lequel il s'exprime, et puis il y a une notion d'indépendance. Donc quand vous regardez un peu cette définition, il y a quelques sujets qui doivent quand même, à mon avis, tilter chez vous. Et notamment, il y a cette notion de communauté. Donc, de mon point de vue, en fait, un courtier, c'est quelqu'un qui a une communauté
qu'il peut animer, c'est-à-dire qu'il peut discuter avec eux, qu'il va les conseiller, qu'il va interagir, qu'il va créer une relation particulière et qu'il va in fine leur vendre des produits financiers. Maintenant, si on regarde les produits financiers au sens large, alors j'ai regardé un tout petit peu parce que voilà, je connais mieux le monde de la science, mais j'ai trouvé ça par exemple. Donc le monsieur à gauche, il s'appelle Théophile Elliott, j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler. Théophile Elliott, c'est une des figures de proue de ce qu'on appelle la monnaie en YouTube. Donc c'est une thématique, c'est l'ensemble des gens qui s'expriment sur, en gros, comment devenir riche, mais à travers des vidéos YouTube. Ce qui est intéressant dans Théophile Elliott, c'est que la vidéo que vous avez là, que je vous ai mis, qui est une copie, qui est comment investir dans l'immobilier à un petit budget, elle a fait 200 000 vues. Ok ? 200 000 vues, ça commence à être pas mal. C'est pas fou, mais franchement, pour un sujet aussi chiant que comment investir dans l'immobilier, parce que comment investir dans l'immobilier, ça me fait de la peine de vous le dire, mais c'est un tout petit peu plus chiant qu'un reportage sur Rome ou sur la bouffe. Là, ça marche moins bien. 200 000 vues, c'est très bien. Un assureur, par exemple, sur YouTube, il y en a plein. Ils investissent fort, très cher. Ils font 5 000 vues, 7 000 vues. Voilà, c'est chiant la mort, c'est des mecs en costard cravate comme moi, c'est nul. Lui, il a 25 ans, il a, au total, il cumule entre 2 et 4 millions de vues. Juste sur sa chaîne YouTube. Des mecs comme Théophile Elliott, je peux vous en citer 30. Ok ? Théophile Elliott, il est en train de vendre son business. Donc son business à lui, c'est quoi ? C'est, j'ai fait de l'investissement locatif, j'ai gagné de l'argent, je fais des vidéos, et moi, ce que je vous vends sur YouTube, je vous vends des formations pour comment est-ce que je fais de l'investissement locatif. En gros, c'est ça. Donc, il crée une communauté à travers un outil qui s'appelle YouTube, qui lui permet, cette communauté, ensuite, donc gratuitement, il leur donne des conseils, et à un moment, cette communauté, il leur vend des choses, il close. Théophile Elliott, à un moment, il va dire, pour acheter du crédit, c'est sans doute mieux d'aller chez Monsieur Papin que chez Madame Tartampion, ou le contraire. Ça, c'est Théophile Elliott. J'en ai trouvé une deuxième, donc elle s'appelle Delphine Pignon, et elle a créé un podcast, alors qui avant s'appelait Budget Chéri, donc pour ceux qui connaissent le podcast, peut-être que vous connaissez ce nom de Budget Chéri, qui maintenant s'appelle Richissime. Elle, son podcast, c'est très clair, elle reçoit des gens toutes les semaines sur comment est-ce que je gère mon budget. Donc il y a des sujets extrêmement larges qui sont de comment est-ce que je peux optimiser mon budget, moins payer d'impôts, enfin bon, des trucs, vraiment mon budget. Et là, celui que j'ai trouvé marrant, alors moi je ne connaissais pas cette mécanique, il y a des experts là qui doivent connaître, c'est le crowdfunding immobilier, donc un investissement méconnu à 10%. Le point là-dedans, c'est pas tellement de se dire est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien, voilà, ça c'est des questions de morale, d'éthique, est-ce qu'ils sont experts. Tout ça en fait, pour moi, et d'une, ça ne me parle pas, et deux, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est est-ce que certains de vos clients, ou de prospects, ou de gens qui auraient pu être vos clients, eh ben, ils ont plutôt dealé avec des gens comme eux, plus exactement avec les gens qui leur ont conseillé, ou des gens comme eux. Et le deuxième point, c'est que ces outils, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne coûtent rien. Faire un podcast, faire une vidéo YouTube, c'est du temps, c'est de la mécanique, c'est des choses, mais globalement, c'est pas très cher. Et le deuxième axe, c'est que c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez que les gens ils viennent encore vous voir dans les boutiques, ok, mais dans l'assurance, toute une partie de notre business, on ne le voit plus. Il est sur les réseaux sociaux. Il est sur YouTube, il est sur TikTok, et voilà. Ok ? Et il n'y a aucune raison que ce soit différent pour le crédit. Alors, ok, je sais que dans tous les secteurs, on me dit c'est pas pareil chez moi, blabla. Mais moi, je me sais dans tous les secteurs, toujours pareil. Alors, du coup, je vous ai mis deux petits trucs. Ça, c'est un tout petit peu mieux. Alors, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est en Asie. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est la France. Hein, donc, c'est partout dans le monde. Mais là, et là, je vais vous montrer l'Asie. L'Asie, il y a une tendance. Ça s'appelle le live streaming commerce. Le live streaming commerce, c'est simple. C'est le téléshopping sur les réseaux sociaux en live. Ok ? Avec ça, ils vendent tout. Quand je dis qu'ils vendent tout, c'est tout. On peut vendre du crédit, on vend des voitures, on vend évidemment de la cosmétique, on vend de l'agriculture et évidemment, on vend des appartements. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Alors, on va voir. Ah, voilà. Voilà, vous n'avez pas vu. Je suis désolé.
Ok, les vidéos marchent pas. Alors, c'est pas grave. Donc sur la vidéo de gauche, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la petite dame, hein, en fait, elle est face à 150 téléphones portables. Elle est filmée en direct sur 150 réseaux sociaux différents, parce qu'il y a 150 réseaux sociaux différents en Chine, et elle fait un live. Donc elle est comme moi, il y a 150 vidéos, il y a 4 pôles de lumière qui sont en haut, là, ça vaut rien ça. La lumière en haut, ça vaut 150 €, hein. En gros, chaque lumière. Donc là, le setup technique pour diffuser en live, maximum, allez, il y a pour 5 000 €. Ok, donc ayez ça en tête, 5 000 €. Là, elle diffuse en live sur 150 réseaux et elle vend. Pour vous donner un chiffre, alors le chiffre est marrant parce qu'il fait un peu vibrer, la meilleure dans cette discipline, c'est une influenceuse, une pôle qui s'appelle Vita. Vita, il y a 2 ans, en 2019, lors du 11/11, c'est-à-dire le Black Friday chinois, en une journée, toute seule avec ses petites épaules musclées, elle a vendu 580 millions de dollars de chiffre d'affaires. Je vous invite à réfléchir à combien de boîtes vous connaissez qui ont fait 580 millions de dollars en un an. Elle, en une journée. Ok? Donc ça, c'est la Chine, machin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc voilà, ça coûte pas très cher. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est la boîte, c'est la vidéo de droite, que vous ne verrez donc pas non plus, mais où en fait, vous allez me croire sur parole, en fait, c'est les équipes commerciales. Donc là, on est dans la cosméto, donc c'est un L'Oréal local, et en fait, elles s'entraînent à parler et à faire de la vente en live. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au final, vous pouvez me croire ou pas me croire, vous pouvez me dire il est fou, il raconte n'importe quoi, ça m'intéresse pas, machin. En fait, il va falloir admettre qu'une partie de votre business va se faire à distance en vidéo. Aujourd'hui, dans mon business à moi, quelles que soient les modalités de discussion avec mes clients, il y a un moment où je fais au moins une visio. C'est hyper rare quand je close en ayant plusieurs rendez-vous et qu'il n'y en a pas un à distance. Pour plein de raisons, et ça ne reviendra pas. Tous mes clients, tous les assureurs, qui ne sont pas les mecs les plus innovants au monde, ils sont en train d'investir fortement dans les vidéos. Donc vous allez devoir apprendre à maîtriser la vidéo. Le point que je vous donne, c'est que ce monsieur-là, il s'appelle Toiti, c'est l'ancien stratégiste de la BPCE. C'est un mec qui a habitué des plateaux télé. Le problème qu'il a, c'est qu'en fait, c'est pourri sa vidéo. Elle est sur YouTube, je ne peux pas vous entraîner. Le fond, il est un peu jaunâtre, il fait une slide, il est en costard cravate comme moi, il parle pas bien. C'est nul. C'est sur l'inflation, j'ai vu la vidéo, ça me passionne. Au bout de 30 secondes, j'étais en train de m'ouvrir les veines, tellement c'était l'enfer. À côté de ça, vous avez des gens, lui s'appelle Eureka, c'est un YouTuber. Il fait un truc, je vois qu'il y en a certains qui le connaissent, il fait un truc sur l'inflation, le même sujet. Toiti a fait 40 000 vues, lui il a fait 180 000 vues. Le sujet de sa vidéo, qui dure 25 minutes, c'est quoi l'inflation? Plus chiant, il y a pas grand chose. Okay, donc, quelqu'un qui fait une vidéo de bonne qualité avec les bons outils, ça vend. Et lui, il vend, je peux vous le garantir. Il a d'ailleurs été sponsorisé par des gens genre investi. Donc pour finir, il faut que vous appreniez à utiliser la vidéo, à utiliser la visio, le storytelling, raconter votre business, ok. Et après, le truc d'après, c'est être capable de produire des contenus. Bon, moi, j'ai choisi de produire du podcast. J'ai un compte TikTok qui est assez important. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. J'ai des très bons comptes sociaux. J'ai 30 000 followers. Bon, bref, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, mon podcast, qui est un podcast. En gros, pour faire un podcast, c'est zéro, c'est du temps. Hein. Un micro, ça vaut 200 €. Audacity, que le truc pour enregistrer, c'est gratuit. Donc, c'est que du temps. Il n'y a pas de problème de budget. Les gens qui disent, moi, je peux pas faire ce que je fais. Non, ça n'existe pas. C'est que vous voulez pas le faire. Voilà, il n'y a pas de budget. Si vous voulez produire de contenu, donc moi mon podcast aujourd'hui en B2B, donc il me sert clairement à faire du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'appelle parce qu'on me connaît à travers mon podcast. Et quand je dis on m'appelle, c'est des gens, voilà, c'est là, mais on va appeler des gens qui font de l'innovation ou d'autres parce que je vends un truc. Aujourd'hui, mon podcast, j'ai fait 20 000 écoutes en un an. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, mais pas beaucoup. Le top du podcast indépendant, c'est-à-dire dans nos reprises de radio, ça va être des podcasts genre Génération Do It Yourself. Les mecs, ils font 600 000 écoutes par mois. 600 000, c'est fou. Hein. Entre
Moi, ce que je fais, dans ma catégorie, on va dire que je suis entre D2 et National 1, pour ceux qui ça parle. Ouais, je suis entre 2000 et 2500 écoutes par mois, c'est pas mal. Voilà. Et ça crée des trucs. Donc voilà, donc mon message, réfléchissez à ce que peut vous offrir le digital pour améliorer et valoriser ce que vous maîtrisez le mieux, c'est-à-dire le commerce et la communauté. Et intéressez-vous à ce que vous pouvez faire sur le sujet. Alors, donc moi, j'ai pas de stand, ce serait trop l'univers, mais si vous voulez, vous pouvez écouter sur mon podcast, et sinon, vous m'appelez sur les réseaux sociaux, tout ça, je répondrai à vos questions. Voilà, merci. Super, merci beaucoup Frédéric, c'était passionnant. Alors, je ne sais pas si ça a réveillé en vous des âmes de futurs youtubeurs ou de call de Key Opinion Leader, mais je voulais qu'on profite de la présence de nos 4 invités à cette table ronde. Si vous avez des questions, c'est le moment, des questions sur la digitalisation. Est-ce que ça a suscité en vous l'envie de vous lancer sur les formats que nous a présentés Frédéric, etc. La parole est à vous, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Ça a été clair pour tout le monde? Super, merci d'être venu, merci à nos 4 invités, et puis on se donne rendez-vous à 16h dans 15 minutes avec Laurent Denis pour un autre sujet, c'est celui de la conformité. À tout à l'heure, merci.